Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, une femme disparaît sans laisser de traces. Son téléphone est éteint. Sa voiture est toujours garée devant la maison. Ses enfants dorment paisiblement. Mais Delphine Jubillard n'est plus là. Cette disparition va déclencher l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de France. Une enquête qui dure depuis plus de 4 ans maintenant. Des zones d'ombre qui persistent encore aujourd'hui et un mari placé en détention préventive depuis juin 2021. Bienvenue dans l'affaire Jubillard. Une histoire qui continue de diviser l'opinion publique. Une affaire où chaque détail compte, où chaque témoignage peut tout changer. Restez avec nous car cette histoire réserve bien des surprises. Delphine Jubillard est née en 1983 à Albi, dans le Tarn. Elle grandit dans une famille aimante et protectrice. Dès son plus jeune âge, elle rêve de travailler dans le domaine de la santé. Après ses études, elle devient infirmière, un métier qu'elle exerce avec passion et dévouement. Delphine est décrite par tous comme une femme douce et attentionnée. Elle rencontre Cédric Jubillard au début des années 2000. Cédric est peintre plâtrier et artisan à son compte. Le coup de foudre est immédiat entre eux. Ils se marient et s'installent à Cagnac-les-Mines, un petit village tranquille du Tarn. Le couple donne naissance à 2 enfants, un garçon prénommé Louis et une petite fille prénommée Elia. En apparence, la famille Jubillard mène une vie paisible. Delphine travaille à l'hôpital d'Albi. Cédric gère son entreprise de peinture. Les enfants vont à l'école du village. Ils habitent dans une maison avec jardin, typique de la campagne tarnaise. Mais derrière cette façade idyllique se cache une réalité bien différente. Le couple traverse des difficultés depuis plusieurs mois. Des tensions apparaissent progressivement dans leur relation. Delphine confie à ses proches qu'elle n'est plus heureuse. Elle se sent étouffée dans son mariage. En octobre 2020, elle prend une décision radicale. Elle annonce à Cédric qu'elle veut divorcer. Cette annonce provoque un choc chez son mari. Cédric refuse d'accepter cette séparation. Il espère encore sauver son couple. Mais Delphine est déterminée à tourner la page. Elle commence même une relation avec un autre homme, un collègue infirmier qu'elle fréquente depuis quelques semaines. Cette nouvelle liaison reste discrète, mais Cédric finit par l'apprendre. La situation devient de plus en plus tendue au sein du foyer. Les disputes se multiplient entre les 2 époux. Malgré tout, ils continuent de vivre sous le même toit. Pour le bien des enfants, ils tentent de maintenir une apparence de normalité. Mais l'atmosphère à la maison devient de plus en plus pesante. Delphine confie à ses amis qu'elle a hâte de partir. Elle commence à organiser sa nouvelle vie sans Cédric. Elle cherche un appartement pour elle et les enfants. Elle fait des projets d'avenir loin de son mari, mais elle ne réalisera jamais ses projets. Car dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, tout bascule. Cette nuit-là semble être une nuit ordinaire à Cagnac-les-Mines. La température est fraîche, autour de 5 degrés. Le ciel est dégagé et étoilé. Delphine rentre du travail en fin de soirée. Elle a terminé son service à l'hôpital vers 22 h. Elle arrive à son domicile aux alentours de 23 h. Cédric est à la maison avec les enfants qui dorment déjà. Selon les déclarations de Cédric, Delphine sort promener leurs 2 chiens. Elle le fait régulièrement, même tard le soir. C'est un moment qu'elle apprécie pour se détendre après une journée de travail. Elle prend les chiens et sort de la maison. Cédric affirme qu'il reste à l'intérieur. Il déclare qu'il regarde la télévision en attendant son retour. Les heures passent. Minuit arrive, puis 1 h du matin. Delphine ne revient toujours pas. Selon Cédric, il commence à s'inquiéter. Il sort de la maison pour la chercher. Il trouve les 2 chiens qui errent seuls dans le village. Mais aucune trace de Delphine. Il rentre chez lui avec les chiens. Il attend encore, pensant qu'elle va revenir. Mais Delphine ne rentre pas. Le lendemain matin, le 16 décembre, Cédric contacte la belle famille. Il leur annonce que Delphine a disparu. La famille Ossaguel, les parents de Delphine, est immédiatement alertée. Ils se rendent sur place dans la matinée. Ensemble, ils commencent à chercher Delphine dans le village. Ils interrogent les voisins. Personne n'a vu Delphine cette nuit-là. Personne n'a entendu quoi que ce soit d'inhabituel. En début d'après-midi, Cédric se décide finalement à alerter les autorités. Il se rend à la gendarmerie de Cagnac-les-Mines. Il dépose une déclaration de disparition inquiétante. Les gendarmes prennent immédiatement l'affaire au sérieux. Une enquête de disparition est ouverte.
Les premières recherches sont lancées dès le soir même, les gendarmes fouillant le village et ses alentours. Des équipes cynophiles sont déployées avec des chiens de recherche. Les pompiers participent aux opérations. On ratisse les champs, les bois, les chemins autour du village. Les jours suivants, les recherches s'intensifient. Des battues sont organisées avec des centaines de volontaires. La population locale se mobilise massivement. Tout le village participe aux recherches. On explore les moindres recoins de la commune. Les étangs et les points d'eau sont sondés. Des plongeurs inspectent les rivières et les lacs de la région. Un hélicoptère survole la zone pour repérer d'éventuels indices. Des drones équipés de caméras thermiques sont utilisés. Mais malgré tous ces efforts, aucune trace de Delphine n'est retrouvée. C'est comme si elle s'était volatilisée. Son téléphone portable est éteint depuis cette fameuse nuit. Il ne donne plus aucun signal depuis minuit 30 environ. La dernière borne téléphonique captée se situe près du domicile conjugal. Sa voiture est toujours garée devant la maison. Ses papiers d'identité sont restés sur place. Son sac à main n'a pas bougé. Ses clés sont dans la maison. Elle n'a pris aucune affaire personnelle. Aucun retrait bancaire n'a été effectué sur ses comptes. Toutes ses cartes bancaires sont inactives. Delphine n'a donné aucun signe de vie. Pour les enquêteurs, le constat est clair. Il ne s'agit pas d'une disparition volontaire. Delphine n'a pas fugué. Elle n'est pas partie de son plein gré. Quelque chose de grave s'est produit cette nuit-là. L'enquête prend rapidement une tournure criminelle. Les investigations se concentrent sur l'entourage proche de Delphine. Et naturellement, le mari devient une personne d'intérêt pour les enquêteurs. Cédric Jubillard est le dernier à avoir vu Delphine vivante. Il est la dernière personne à avoir été en contact avec elle. Les gendarmes commencent à l'interroger de manière approfondie. Cédric répète inlassablement la même version des faits. Delphine est sortie promener les chiens vers 23 heures. Elle n'est jamais revenue. Il l'a attendue puis est sorti la chercher. Il a retrouvé les chiens seuls dans le village. Il a passé le reste de la nuit à l'attendre. Au matin, il a alerté la belle famille, puis la gendarmerie. Cette version semble cohérente à première vue, mais plusieurs éléments intriguent les enquêteurs. Pourquoi Cédric a-t-il attendu plus de 12 heures avant d'alerter les gendarmes? Pourquoi n'a-t-il pas appelé la police dès la nuit même? Son explication était qu'il pensait qu'elle allait revenir, qu'elle était peut-être partie se calmer après une dispute. Mais cette explication convainc peu les enquêteurs, d'autant plus que le couple était en instance de divorce. Les tensions entre eux étaient connues de tous. Delphine avait confié à plusieurs personnes qu'elle avait peur de son mari. Elle avait même dit qu'elle craignait sa réaction face au divorce. Ces témoignages changent la donne pour les enquêteurs. Ils commencent à suspecter Cédric d'être impliqué dans la disparition. Les investigations se resserrent autour de lui. Son téléphone portable est analysé. Ses relevés bancaires sont épluchés. Ses déplacements sont reconstitués. Son véhicule est passé au peigne fin. Sa maison est fouillée de fond en comble. Les analyses scientifiques sont réalisées dans toutes les pièces. Des traces de sang sont recherchées avec du luminol. Mais rien de significatif n'est découvert dans un premier temps. Les enquêteurs interrogent également l'entourage de Cédric, ses amis, sa famille, ses collègues de travail. Plusieurs témoignages commencent à émerger. Des proches racontent que Cédric ne supportait pas l'idée du divorce. Il aurait dit à plusieurs reprises qu'il ne laisserait jamais partir Delphine. Il aurait même tenu des propos inquiétants. Des phrases comme « Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura ». Ces témoignages renforcent les soupçons qui pèsent sur lui. Mais les soupçons ne suffisent pas. Il faut des preuves concrètes pour pouvoir l'inculper. Et pour l'instant, les enquêteurs n'ont rien de tangible. Pas de corps, pas de scène de crime identifiée, pas de témoins directs, pas d'aveu. L'enquête piétine pendant plusieurs semaines. Les médias s'emparent de l'affaire. Le cas de Delphine Jubillard fait la une des journaux. Les chaînes de télévision diffusent donc des reportages quotidiens. L'opinion publique se passionne pour cette disparition mystérieuse. Des débats s'enflamment sur les réseaux sociaux. Certains défendent Cédric, le considérant innocent jusqu'à preuve du contraire. D'autres sont convaincus de sa culpabilité. La pression médiatique devient énorme. Cédric Jubillard donne plusieurs interviews. Il clame son innocence devant les caméras. Il affirme qu'il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme. Il dit qu'il veut lui aussi retrouver Delphine.
Il pleure devant les journalistes en parlant de ses enfants. Il joue la carte de l'homme brisé par cette épreuve. Mais son attitude interpelle certains observateurs. Son comportement semble parfois étrange. Ses émotions paraissent forcées à certains moments. Certains détails de ses déclarations changent d'une interview à l'autre. Ces incohérences n'échappent pas aux enquêteurs. Ils continuent de creuser dans la vie de Cédric. Et petit à petit, des éléments troublants apparaissent. En mars 2021, soit 3 mois après la disparition, l'enquête connaît un tournant. Les gendarmes découvrent que Cédric a effectué des recherches internet suspectes. Quelques jours avant la disparition de Delphine, il a cherché des informations étranges. Il a consulté des sites sur la décomposition des corps. Il a recherché comment effacer des traces ADN. Il s'est renseigné sur les techniques d'investigation de la police. Ces recherches ont été effectuées depuis son ordinateur et son téléphone. Confronté à ces découvertes, Cédric tente de se justifier. Il prétend avoir fait ses recherches par curiosité. Il dit qu'il regardait des séries policières et voulait vérifier des informations. Mais cette explication ne convainc personne. Les enquêteurs y voient une preuve de préméditation. Ces recherches suggèrent que Cédric a planifié quelque chose. Un autre élément troublant est révélé par l'analyse de son téléphone. La nuit de la disparition, son portable a effectué plusieurs connexions. Des connexions à différentes bornes téléphoniques dans la région. Or, Cédric affirme être resté à son domicile toute la nuit. Il dit n'être sorti que brièvement pour chercher les chiens. Mais les données de géolocalisation racontent une autre histoire. Son téléphone s'est connecté à des bornes situées à plusieurs kilomètres de chez lui. Ces connexions suggèrent des déplacements nocturnes qu'il n'a jamais mentionnés. Confronté à ces données, Cédric change de version. Il admet finalement être sorti plus longtemps que ce qu'il avait dit. Il prétend avoir cherché Delphine dans plusieurs endroits du village. Puis il modifie encore sa version en admettant s'être éloigné davantage. Ces changements de déclaration sont très préjudiciables pour lui. Pour les enquêteurs, c'est la preuve qu'il ment depuis le début, qu'il cache quelque chose d'important. Les analyses scientifiques apportent également de nouveaux éléments. Des traces biologiques sont découvertes dans le véhicule de Cédric. Des analyses ADN sont effectuées sur ces traces. Certaines correspondent à l'ADN de Delphine. Cédric explique que c'est normal puisque Delphine utilisait aussi cette voiture. Mais la localisation de certaines traces interroge. Elles se trouvent dans le coffre du véhicule, à des endroits où elles ne devraient pas être en usage normal. Les experts estiment que ces traces pourraient indiquer un transport de corps. Cependant, ces analyses ne sont pas considérées comme des preuves absolues. Elles sont compatibles avec plusieurs scénarios. L'enquête se poursuit avec des fouilles ciblées. Les gendarmes se concentrent sur les zones où le téléphone de Cédric s'est connecté. Des recherches approfondies sont menées dans ces secteurs. Des machines de chantier sont utilisées pour creuser dans certains endroits. Des terrains privés sont fouillés avec l'accord de leurs propriétaires. Mais malgré ces efforts considérables, le corps de Delphine reste introuvable. Les enquêteurs explorent l'hypothèse qu'il ait pu être caché dans un endroit difficile d'accès, peut-être enterré profondément, peut-être immergé dans un point d'eau, peut-être dissimulé dans une zone boisée dense. Les possibilités sont nombreuses dans cette région vallonnée du Tarn. Le temps joue également contre les enquêteurs. Plus les mois passent, plus il devient difficile de retrouver des preuves. Les éléments se dégradent avec le temps. Les traces s'effacent. Les témoignages deviennent moins précis. Mais les gendarmes ne baissent pas les bras. Ils continuent d'accumuler des indices contre Cédric Jubillard. Des témoignages convergent pour dresser un portrait inquiétant de lui. Plusieurs personnes décrivent un homme jaloux et possessif. Un homme qui ne supportait pas de perdre le contrôle. Un homme capable de violence verbale envers son épouse. Ces témoignages s'accumulent dans le dossier d'instruction. Ils construisent progressivement un faisceau de présomptions. Même sans corps, les éléments à charge deviennent nombreux. En juin 2021, soit 6 mois après la disparition, une décision est prise. Cédric Jubillard est convoqué pour une nouvelle audition. Cette fois, l'atmosphère est différente. Les enquêteurs lui présentent l'ensemble des éléments qu'ils ont rassemblés. Le 18 juin 2021, Cédric Jubillard est placé en garde à vue. Il est transféré dans les locaux de la gendarmerie d'Albi. Cette garde à vue dure les 48 heures légales maximales. Pendant 2 jours, Cédric est interrogé sans relâche. Les enquêteurs lui présentent tous les éléments à charge. Les recherches internet suspectes,
les incohérences dans ses déclarations, les données de géolocalisation qui contredisent ses dires, les traces biologiques dans son véhicule, les témoignages accablants de son entourage. Face à ces accusations, Cédric maintient sa version. Il nie farouchement toute implication dans la disparition de sa femme. Il répète qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait de mal, qu'il veut lui aussi retrouver Delphine. Mais ces explications ne convainquent pas les enquêteurs. À l'issue de la garde à vue, le procureur de la République prend une décision. Cédric Jubillard est déféré devant un juge d'instruction. Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint. C'est un tournant majeur dans l'affaire. Pour la première fois, la justice considère officiellement qu'il y a eu homicide, que Delphine a été tuée et que son mari est le principal suspect. Le juge d'instruction ordonne le placement de Cédric en détention provisoire. Il est écroué à la maison d'arrêt d'Albi-Calembert. Cette décision fait l'effet d'une bombe dans l'opinion publique. Certains applaudissent cette mise en détention. Ils y voient une étape vers la manifestation de la vérité. D'autres s'insurgent contre ce qu'ils considèrent comme une injustice. Comment peut-on emprisonner quelqu'un sans corps, sans preuve formelle? Ce débat divise profondément l'opinion. Les avocats de Cédric annoncent qu'ils vont se battre. Ils dénoncent une instruction à charge. Ils affirment que leur client est innocent, qu'il est victime d'un acharnement judiciaire. Ils demandent sa remise en liberté. Mais toutes leurs demandes sont rejetées par la justice. Les juges estiment que le faisceau de présomption est suffisant, que Cédric présente un risque de pression sur les témoins, qu'il pourrait faire disparaître des preuves s'il était libre, que sa détention est nécessaire pour la poursuite de l'instruction. Cédric Jubillard reste donc en prison en attendant son procès. Les mois passent derrière les barreaux. Il continue de clamer son innocence depuis sa cellule. Il donne quelques interviews à des journalistes depuis la prison. Il écrit des lettres pour maintenir son innocence. Il reçoit le soutien de certains membres de sa famille. Mais la plupart des proches de Delphine sont convaincus de sa culpabilité. La famille Ossaguel, les parents de Delphine, se constitue dans la partie civile. Ils veulent que justice soit rendue pour leur fille. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils veulent retrouver le corps de Delphine pour pouvoir faire leur deuil. L'absence de corps est une épreuve terrible pour eux. Ne pas savoir où elle se trouve est insupportable. Ne pas pouvoir l'enterrer dignement est une souffrance immense. Ils lancent des appels réguliers pour que Cédric parle, pour qu'ils disent enfin où se trouve leur fille. Mais Cédric maintient qu'il ne sait rien. L'instruction se poursuit pendant des mois. De nouveaux éléments sont régulièrement versés au dossier. Des expertises sont réalisées, des reconstitutions sont effectuées. Des témoins supplémentaires sont entendus. Les enquêteurs cherchent à établir un scénario précis de ce qui s'est passé. Comment Delphine a-t-elle été tuée? Où son corps a-t-il été caché? Quels sont les mobiles de Cédric? Toutes ces questions restent en suspens. L'enquête est complexe et minutieuse. Chaque piste est explorée avec soin. Les gendarmes effectuent des dizaines de nouvelles fouilles. Ils retournent dans des endroits déjà explorés. Ils utilisent des technologies de plus en plus sophistiquées. Des radars pénétrant le sol sont employés. Des drones avec caméras infrarouges survolent la région. Des chiens spécialement entraînés pour détecter les corps en décomposition sont utilisés. Mais malgré tous ces moyens déployés, Delphine reste introuvable. Son corps demeure le grand mystère de cette affaire. Sans corps, le dossier d'accusation repose uniquement sur des preuves indiciaires. Ce sont des indices qui, mis bout à bout, désignent Cédric comme coupable. Mais il n'y a pas de preuves directes et irréfutables. Pas d'aveu, pas de témoins oculaires du meurtre, pas d'armes du crime retrouvées, pas de scène de crime identifiée avec certitude. Cette situation pose question sur le plan juridique. Peut-on condamner quelqu'un pour meurtre sans corps? La réponse juridique est oui, c'est possible. En France, il existe des précédents de condamnation sans corps. La loi permet de juger et condamner sur la base de preuves indiciaires suffisantes, si les indices convergent tous vers la culpabilité d'une personne. Si aucune autre explication plausible ne peut être trouvée, alors une condamnation est juridiquement possible. Plusieurs affaires célèbres l'ont démontré par le passé. L'affaire Arlette Gonsalves, disparue en 1993, dont le mari a été condamné sans corps, l'affaire Tiphaine Véron, disparue au Japon, où un suspect a été identifié sans corps.
l'affaire Sophie Le Temps, disparue en 2018, où le corps n'a jamais été retrouvé entièrement. Dans l'affaire Jubillard, le dossier d'accusation se construit sur plusieurs piliers. Premier pilier, le mobile. Cédric ne supportait pas l'idée du divorce. Il était jaloux de la nouvelle relation de Delphine. Il risquait de perdre sa maison, ses enfants, sa vie d'avant. Des témoins confirment qu'il avait tenu des propos menaçants. Il aurait dit qu'il préférait la voir morte plutôt qu'avec un autre. Ce mobile est considéré comme solide par l'accusation. Deuxième pilier, l'opportunité. Cédric était seul avec Delphine cette nuit-là. Les enfants dormaient et n'ont rien vu ni entendu. Aucun témoin ne peut confirmer ou infirmer sa version. Il avait le temps et la possibilité de commettre l'irréparable. Il connaissait les habitudes de sa femme. Il savait qu'elle sortait promener les chiens le soir. Il pouvait prévoir et organiser son geste. Troisième pilier, les mensonges et incohérences. Cédric a changé plusieurs fois de version. Il a menti sur ses déplacements cette nuit-là. Il a dissimulé des informations importantes aux enquêteurs. Ces mensonges sont interprétés comme des aveux indirects. Pourquoi mentir si on n'a rien à se reprocher? Quatrième pilier, les recherches Internet. Les recherches effectuées avant la disparition sont très compromettantes. Elles suggèrent une préméditation du crime. Elles montrent une volonté de dissimuler des preuves. Cinquième pilier, les données de géolocalisation. Le téléphone de Cédric prouve qu'il s'est déplacé cette nuit-là. Ces déplacements correspondent à des zones propices pour cacher un corps. Des zones isolées, peu fréquentées, difficiles d'accès. Sixième pilier, les traces dans le véhicule, même si elles ne sont pas formellement probantes, leur présence dans le coffre reste suspecte. Elles sont compatibles avec l'hypothèse d'un transport de corps. Septième pilier, le comportement post-disparition. L'attitude de Cédric après la disparition a interpellé. Son délai avant d'alerter les autorités. Ses émotions qui semblaient parfois artificielles. Ses déclarations médiatiques qui ont évolué au fil du temps. Tous ces éléments, pris ensemble, forment un faisceau de présomptions. Pour l'accusation, il n'y a qu'une seule explication logique. Cédric Jubillard a tué sa femme dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Il a ensuite caché son corps dans un endroit qui reste à découvrir. Il a inventé l'histoire de la promenade des chiens pour se donner un alibi. Mais la défense de Cédric présente une toute autre version. Ses avocats plaident l'innocence totale de leurs clients. Ils déconstruisent un par un les arguments de l'accusation. Concernant le mobile, ils affirment que des millions de couples divorcent sans que cela mène au meurtre. Le fait de ne pas vouloir divorcer ne fait pas de vous un assassin. Concernant l'opportunité, ils soulignent que cela ne prouve rien. Être présent ne signifie pas être coupable. Concernant les mensonges, ils expliquent que Cédric était sous pression, qu'il a paniqué face aux accusations, que ses approximations sont dues au stress, pas à la culpabilité. Concernant les recherches Internet, ils avancent l'explication des séries télévisées, que leurs clients regardaient effectivement des programmes policiers, que ces recherches sont de la simple curiosité. Concernant la géolocalisation, ils contestent l'interprétation des données. Ils affirment que les connexions aux bornes ne prouvent pas un déplacement physique, qu'il peut y avoir des connexions automatiques sans mouvement réel. Concernant les traces dans le véhicule, ils rappellent que Delphine utilisait cette voiture, que sa présence ADN est donc parfaitement normale. Concernant le comportement, ils expliquent que chacun réagit différemment au stress, qu'il n'y a pas de comportement type face à une disparition. La défense souligne également l'absence totale de preuves matérielles. Pas de sang dans la maison, pas d'armes retrouvées, pas de témoins du prétendu crime, pas de corps. Comment peut-on condamner quelqu'un dans ces conditions? Les avocats insistent sur le principe de présomption d'innocence. Leur client doit être présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas prouvée. Or, selon eux, rien n'est prouvé dans ce dossier. Tout repose sur des suppositions et des interprétations. Ils proposent des hypothèses alternatives. Et si Delphine avait réellement été victime d'un accident cette nuit-là? Et si elle avait fait une mauvaise rencontre lors de sa promenade? Et si un tiers était impliqué dans sa disparition? Ces hypothèses ne sont pas explorées suffisamment selon la défense. L'enquête s'est focalisée uniquement sur Cédric dès le départ. Cette focalisation sur Cédric a peut-être fait négliger d'autres pistes. Les avocats demandent que toutes les possibilités soient examinées,
Ils réclament des investigations complémentaires. Ils veulent que d'autres suspects potentiels soient recherchés. Mais pour l'instant, la justice maintient sa position. Cédric reste en détention en attendant son procès. Un procès qui devrait se tenir aux Assises du Tarn. La date exacte n'est pas encore fixée avec certitude, mais il devrait avoir lieu courant 2025 ou 2026. Ce sera un procès médiatisé, suivi par toute la France. Un procès où chaque mot comptera, où chaque témoignage sera scruté, où la vérité devra enfin éclater. En attendant ce procès, l'affaire continue de passionner les Français. Elle soulève de nombreuses questions sur notre système judiciaire, sur la capacité à juger sans corps, sur l'équilibre entre présomption d'innocence et protection des victimes. L'affaire Jubillard pose aussi la question des violences conjugales. Delphine avait-elle peur de son mari avant sa disparition? Aurait-elle dû être mieux protégée? Les signaux d'alerte ont-ils été pris au sérieux? Ces questions résonnent malheureusement avec l'actualité quotidienne. Chaque année en France, des femmes disparaissent ou sont tuées par leurs conjoints. Les féminicides restent un fléau de notre société. L'affaire Jubillard en est peut-être un exemple tragique de plus. Mais tant que le corps de Delphine n'est pas retrouvé, le doute persistera. Pour certains, ce doute suffit à maintenir Cédric innocent. Pour d'autres, les preuves indiciaires suffisent à établir sa culpabilité. Ce débat divise les familles, les amis, les commentateurs. Il n'y a pas de consensus dans l'opinion publique. Et c'est normal, car nous n'avons pas accès à tous les éléments du dossier. Seuls les juges et les jurés auront cette vision complète. À eux reviendra la lourde responsabilité de trancher, de dire si Cédric Jubillard est coupable ou innocent. En attendant, les recherches se poursuivent pour retrouver Delphine. La gendarmerie n'a jamais abandonné. Régulièrement, de nouvelles fouilles sont organisées. Des battues citoyennes ont encore lieu parfois dans la région. Des bénévoles continuent de chercher, animés par l'espoir de retrouver le corps. Car retrouver Delphine est essentiel pour plusieurs raisons. D'abord pour sa famille, qui a besoin de faire son deuil. Ensuite pour la justice qui a besoin de cette preuve ultime. Et enfin pour Delphine elle-même, qui mérite une sépulture digne. La région du Tarn est vaste et vallonnée. Elle offre d'innombrables cachettes potentielles. Des forêts denses, où un corps pourrait rester caché pendant des années. Des grottes et cavités naturelles difficiles d'accès. Des plans d'eau profonds et troubles. Des terrains privés isolés et rarement visités. Retrouver un corps dans ces conditions relève de l'exploit. D'autant plus que 4 ans se sont écoulés depuis la disparition. Les éléments naturels ont fait leur œuvre. La décomposition a suivi son cours. Les traces se sont effacées progressivement. Mais les enquêteurs gardent espoir. Ils s'appuient sur de nouvelles technologies, des drones de plus en plus performants, des capteurs capables de détecter des anomalies dans le sol, des chiens entraînés spécifiquement pour retrouver des restes humains anciens. Chaque nouvelle technique offre un nouvel espoir. Peut-être qu'un jour, une battue permettra enfin de retrouver Delphine. Peut-être qu'un promeneur fera une découverte macabre dans les bois. Peut-être que Cédric finira par parler, si toutefois il sait quelque chose. Ou peut-être que ce mystère ne sera jamais résolu, que le corps de Delphine restera introuvable à jamais. C'est le scénario que redoute le plus sa famille. Vivre éternellement dans l'incertitude. Ne jamais pouvoir vraiment tourner la page. Ne jamais obtenir de réponse définitive. Cette situation est une torture psychologique pour les proches. Pour les enfants de Delphine, la situation est particulièrement déchirante. Loïc et Elia ont perdu leur mère cette nuit de décembre 2020. Ils ne l'ont jamais revue depuis. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Leur père est en prison, accusé d'avoir tué leur maman. Comment grandir normalement dans ces conditions? Comment construire son identité quand son histoire familiale est si tragique? Ces enfants sont les victimes collatérales de cette affaire. Ils ont été placés dans des familles d'accueil, ils sont protégés des médias et de l'exposition publique. Mais ils portent dans ce fardeau terrible sur leurs jeunes épaules. Leur avenir reste incertain et préoccupant. Psychologues et travailleurs sociaux les accompagnent du mieux possible, mais rien ne pourra effacer le traumatisme qu'ils ont vécu. L'affaire Jubillard révèle aussi les limites de notre système de protection. Delphine avait confié à plusieurs personnes qu'elle avait peur. Elle avait parlé des tensions avec son mari. Elle avait évoqué son désir de partir rapidement.
Mais elle n'avait pas déposé de main courante. Elle n'avait pas demandé de protection officielle. Peut-être pensait-elle que ce n'était pas nécessaire. Peut-être minimisait-elle le danger. Ou peut-être ne savait-elle pas vers qui se tourner. Cette question se pose dans de nombreux cas de violence conjugale. Beaucoup de femmes ne franchissent pas le pas de la plainte, par peur des représailles, par honte, par espoir que la situation s'améliore, par méconnaissance de leurs droits et des dispositifs d'aide. Les associations de protection des femmes rappellent l'importance de parler, de ne pas rester isolé face à un conjoint menaçant, de contacter les numéros d'urgence comme le 3919, de se rapprocher des forces de l'ordre pour signaler les violences. Même sans preuve matérielle, un signalement peut sauver une vie. Il permet de laisser une trace dans le système. Il facilite les interventions en cas d'urgence. Il enclenche parfois une protection judiciaire. Si Delphine avait fait ces démarches, aurait-elle été sauvée? Impossible de le savoir avec certitude, mais cela aurait peut-être changé le cours des événements. Cette réflexion ne vise pas à culpabiliser la victime. Delphine n'est responsable de rien dans cette tragédie. Seul l'auteur des faits porte la responsabilité de ses actes. Mais ce constat invite à une prise de conscience collective. La société doit mieux protéger les femmes en danger. Les dispositifs d'alerte doivent être renforcés. Les signaux faibles doivent être pris au sérieux. Les femmes qui expriment leur peur doivent être écoutées et protégées. C'est un enjeu de santé publique majeur. Au-delà du cas Jubillard, c'est toute notre approche des violences conjugales qui doit évoluer. Revenons maintenant au développement récent de l'affaire. En 2023, de nouveaux témoignages ont été recueillis par les enquêteurs. Certains voisins se sont manifestés tardivement. Ils affirment avoir entendu des bruits suspects cette nuit-là, des cris peut-être, ou des portes de voitures qui claquent. Mais ces témoignages restent imprécis et difficiles à vérifier. La mémoire humaine est faillible, surtout après plusieurs années. Ces témoins ont-ils vraiment entendu quelque chose cette nuit-là? Ou leur mémoire a-t-elle été influencée par toute la médiatisation? C'est difficile à déterminer avec certitude. Les enquêteurs prennent néanmoins ces témoignages au sérieux. Ils les recoupent avec d'autres éléments du dossier. Ils vérifient leur cohérence avec le scénario établi. D'autres investigations ont porté sur l'environnement numérique. Les réseaux sociaux de Delphine ont été analysés en détail. Ces conversations privées ont été épluchées, à la recherche d'indices sur son état d'esprit avant sa disparition, à la recherche de menaces éventuelles qu'elle aurait reçues. Ces analyses ont confirmé qu'elle était déterminée à divorcer, qu'elle projetait sa nouvelle vie avec son amant, qu'elle était impatiente de quitter Cédric. Ces éléments renforcent l'hypothèse du mobile passionnel. Les enquêteurs ont également interrogé à nouveau l'amant de Delphine. Cet homme a été auditionné plusieurs fois. Il a toujours affirmé n'avoir rien à voir avec la disparition. Son alibi pour la nuit du 15 au 16 décembre a été vérifié. Il semble solide et a été confirmé par plusieurs témoins. Rien ne permet de suspecter son implication dans l'affaire. Il apparaît comme une victime indirecte de cette tragédie. Il a perdu la femme qu'il aimait. Il porte aussi le poids de la culpabilité. Il se demande si leur relation n'a pas précipité le drame. Si Delphine serait encore en vie s'il n'était pas entré dans sa vie, ces questions le hanteront probablement toute sa vie. Du côté de Cédric, la détention se poursuit dans des conditions difficiles. Il est incarcéré depuis maintenant près de 4 ans. Une détention préventive parmi les plus longues pour une affaire sans corps. Ses avocats dénoncent régulièrement cette situation. Ils demandent sa remise en liberté en attendant le procès. Ils font valoir qu'il n'a jamais été condamné, qu'il bénéficie toujours de la présomption d'innocence, que cette détention prolongée est injuste et disproportionnée. Mais à chaque demande, la justice répond négativement. Cédric vit cette situation comme une injustice profonde. Il maintient qu'il est victime d'une erreur judiciaire, que la vérité éclatera lors du procès, qu'il sera acquitté et pourra retrouver ses enfants. Mais pour l'instant, il reste derrière les barreaux. Il assiste impuissant au déroulement de l'instruction. Il voit les mois et les années défiler sans savoir quand il sera jugé. Cette attente est psychologiquement éprouvante pour lui, mais elle l'est aussi pour la famille de Delphine. Les parents Ossaguel attendent eux aussi ce procès avec impatience. Ils veulent que la lumière soit faite sur la disparition de leur fille. Ils veulent entendre les témoignages. Ils veulent comprendre ce qui s'est réellement passé.
Ils espèrent que le procès fera émerger de nouvelles informations. Peut-être que quelqu'un se décidera enfin à parler. Peut-être qu'un témoin se manifestera au dernier moment. Peut-être que Cédric craquera et avouera pendant le procès. Ces espoirs les aident à tenir jour après jour, à supporter l'absence insupportable de leur fille, à vivre malgré cette douleur qui ne s'apaise jamais. Ils participent régulièrement à des commémorations. Chaque 16 décembre, ils organisent un rassemblement en mémoire de Delphine. Des marches blanches sont organisées dans le Tarn. Des dizaines de personnes y participent chaque année. Des bougies sont allumées. Des photos de Delphine sont brandies. Des messages de soutien sont déposés. Ces moments de recueillement sont importants pour la famille. Ils montrent que Delphine n'est pas oubliée, que les gens continuent de penser à elle, que son histoire touche encore les cœurs. Ces rassemblements maintiennent aussi la pression médiatique. Ils rappellent aux autorités que l'affaire n'est pas close, qu'il faut continuer les recherches, qu'il faut retrouver Delphine coûte que coûte. Les médias continuent effectivement de couvrir l'affaire. Des documentaires ont été réalisés sur cette disparition. Des émissions de télévision y consacrent régulièrement des reportages. Des podcasts analysent les moindres détails de l'enquête. Cette médiatisation a ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, elle maintient l'affaire dans l'actualité. Elle sensibilise le public aux violences conjugales. Elle peut inciter des témoins à se manifester. Mais d'un autre côté, elle complique parfois le travail de la justice. Les juges et jurés sont exposés à de nombreuses informations, certaines exactes, d'autres approximatives ou fausses. Cette exposition peut influencer leur jugement. Les avocats de Cédric s'inquiètent de cette médiatisation. Ils craignent que leurs clients ne puissent pas bénéficier d'un procès équitable, que les jurés aient déjà une opinion forgée avant même le début du procès, que le lynchage médiatique se transforme en condamnation judiciaire. Ces préoccupations sont légitimes dans notre démocratie. Chaque accusé a droit à un procès juste et impartial, même dans les affaires les plus médiatisées, même quand l'opinion publique semble unanime. C'est le rôle de la justice de garantir ces droits fondamentaux. Le procès devra donc être exemplaire dans son déroulement. Les juges veilleront à la sérénité des débats. Ils s'assureront que seuls les éléments du dossier soient pris en compte, que les émotions ne prennent pas le pas sur le raisonnement juridique. Ce sera un exercice délicat mais nécessaire. L'affaire Jubillard pose aussi des questions sur l'évolution des enquêtes, des méthodes d'analyse de plus en plus sophistiquées. Ces progrès peuvent faire émerger de nouvelles preuves. Des échantillons prélevés il y a 4 ans pourraient être réanalysés, avec des technologies qui n'existaient pas à l'époque. Peut-être que ces nouvelles analyses révéleront des éléments décisifs. C'est l'espoir que nourrit l'accusation, mais c'est aussi ce que redoute la défense, car de nouvelles preuves pourraient définitivement sceller le sort de Cédric, ou au contraire prouver son innocence une bonne fois pour toutes. Le temps nous dira ce que révéleront ces investigations. En attendant, la vie continue pour tous les protagonistes de cette affaire, pour les gendarmes qui ont consacré des milliers d'heures à cette enquête, pour les avocats qui préparent pour leur plaidoirie, pour les magistrats qui instruisent dans ce dossier complexe, pour la famille Ossaguel qui attend des réponses, pour Cédric qui clame son innocence depuis sa cellule, et surtout pour Louis et Elia qui grandissent sans leur mère. Ces 2 enfants sont au cœur de cette tragédie. Ils en sont les victimes les plus innocentes et les plus vulnérables. Quoi qu'il se soit passé cette nuit de décembre, ils en paient le prix. Leur enfance a été brisée, leur équilibre familial a été détruit, leur avenir reste incertain et préoccupant. La société a le devoir de les protéger et de les accompagner, de leur offrir un cadre stable et sécurisant, de leur permettre de grandir malgré ce traumatisme. C'est peut-être là l'enjeu le plus important de toute cette affaire. Au-delà de la culpabilité ou de l'innocence de Cédric, au-delà de la découverte ou non du corps de Delphine, il y a 2 enfants dont la vie a été bouleversée. 2 enfants qui ont besoin de soutien et de bienveillance. 2 enfants qui méritent de pouvoir se reconstruire. L'affaire Jubillard nous rappelle aussi la fragilité de nos existences. Comment une vie apparemment normale peut basculer en une nuit? Comment des choix peuvent avoir des conséquences dramatiques? Comment le quotidien peut se transformer en cauchemar? Delphine menait une vie ordinaire. Elle avait un métier, une famille, des projets. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté.
Sa vie s'est éteinte dans des circonstances encore mystérieuses. Cette histoire nous touche car elle pourrait arriver à n'importe qui. Nous connaissons tous des couples en difficulté, nous avons tous des proches qui divorcent. Mais heureusement, la grande majorité de ces séparations se passe sans drame. Les gens se séparent, refont leur vie et continuent d'exister. L'affaire Jubillar est une exception tragique. Elle ne doit pas nous faire penser que tous les divorces sont dangereux, mais elle doit nous alerter sur les signaux de violence, sur l'importance de prendre au sérieux les peurs exprimées, sur la nécessité d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. C'est le message que portent les associations de défense des femmes. Elles utilisent cette affaire pour sensibiliser le public, pour expliquer les mécanismes de l'emprise et de la violence conjugale, pour encourager les victimes à parler et à demander de l'aide, car si Delphine avait pu être protégée, elle serait peut-être encore en vie. Elle aurait pu divorcer sereinement, commencer sa nouvelle vie avec son compagnon, voir grandir ses enfants, réaliser ses projets professionnels, vieillir paisiblement. Tout cela lui a été volé cette nuit de décembre. Par qui exactement? La justice devra le déterminer. Mais le résultat est là. Une femme a disparu. Une mère n'est jamais revenue auprès de ses enfants. Une fille a laissé ses parents dans une douleur incommensurable. Une infirmière dévouée ne soignera plus jamais personne. C'est cette perte immense qu'il faut garder à l'esprit, au-delà des débats juridiques et médiatiques, au-delà des théories et des hypothèses. Il y a une vie humaine qui s'est éteinte. Il y a une absence définitive et irréversible. Cette dimension humaine ne doit jamais être oubliée. Delphine n'est pas qu'un fait divers. Elle n'est pas qu'une affaire judiciaire. Elle était une personne avec ses rêves, ses espoirs, ses peurs. Elle avait le droit de vivre, de s'épanouir, d'être heureuse. Ce droit lui a été arraché brutalement. C'est cela, au fond, qui rend cette affaire si bouleversante. Le sentiment d'une injustice profonde, d'une vie fauchée alors qu'elle voulait juste être libre, d'un destin brisé alors qu'il aurait dû s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Les semaines et les mois à venir seront cruciaux. Le procès approche lentement mais sûrement. Les avocats peaufinent leur stratégie, les témoins sont préparés pour leur déposition, les experts finalisent leur rapport. Le dossier d'instruction approche de sa conclusion. Bientôt, tout sera entre les mains des jurés. Ces citoyens ordinaires qui devront trancher, qui devront décider si Cédric Jubillar est coupable, s'il mérite d'être condamné pour le meurtre de sa femme, ou s'il doit être acquitté faute de preuves suffisantes. Cette décision changera le cours de nombreuses vies. Si Cédric est condamné, il passera probablement le reste de sa vie en prison. Un meurtre sur conjoint est puni de 30 ans de réclusion criminelle, avec la circonstance aggravante de préméditation éventuelle, et l'absence de corps qui témoigne d'une volonté de dissimulation. La peine pourrait être maximale. Cédric pourrait ne jamais revoir ses enfants en liberté. Il pourrait mourir en prison, toujours en clamant son innocence. Ou au contraire, si le poids des années devient trop lourd, il pourrait finir par avouer et révéler où se trouve Delphine. Cette hypothèse existe, même si elle semble peu probable pour l'instant. À l'inverse, si Cédric est acquitté, c'est une toute autre histoire. Il retrouverait la liberté après des années d'incarcération. Il pourrait tenter de reconstruire sa vie, de renouer avec ses enfants si cela est possible, de prouver à tous qu'il était innocent. Mais même acquitté, il portera toujours ce soupçon. Dans l'esprit de beaucoup de gens, il restera le suspect, celui qui s'en est sorti malgré les accusations. Sa vie ne redeviendra jamais vraiment normale. Le poids de cette affaire le suivra jusqu'à la fin de ses jours. Quelle que soit l'issue du procès, il n'y aura pas de vrai vainqueur. Delphine ne reviendra pas. Ses enfants resteront orphelins de mère. Ses parents continueront de pleurer leur fille. La justice peut condamner un coupable. Elle peut disculper un innocent. Mais elle ne peut pas ramener les morts. Elle ne peut pas effacer la souffrance. Elle ne peut qu'essayer d'établir la vérité, de donner un sens à ce drame, de permettre à chacun de commencer un processus de deuil. C'est déjà beaucoup, mais c'est aussi terriblement insuffisant. Les questions resteront nombreuses même après le verdict. Si Cédric est reconnu coupable, comment a-t-il pu commettre l'irréparable? Comment passe-t-on de l'amour conjugal au meurtre de sa femme? Quels sont les mécanismes psychologiques qui mènent à de tels actes?
Ces questions intéressent les criminologues et les psychologues. Ils étudient ces cas pour mieux comprendre la violence conjugale, pour identifier les facteurs de risque, pour développer des stratégies de prévention. L'affaire Jubillard pourrait contribuer à cette compréhension. Elle pourrait aider à sauver d'autres vies à l'avenir. C'est peut-être le seul aspect positif de cette tragédie, qu'elle serve d'enseignement pour éviter que d'autres drames similaires se produisent, qu'elle sensibilise le public au danger des violences conjugales, qu'elle encourage les victimes à parler avant qu'il ne soit trop tard. Au moment où nous réalisons cette vidéo, l'affaire n'est pas terminée. Elle continue d'évoluer au fil des investigations. De nouveaux éléments pourraient encore surgir. De nouvelles révélations pourraient changer notre perception des faits. C'est pourquoi il est important de rester prudent dans nos jugements, de ne pas condamner définitivement quelqu'un avant le verdict, même si les indices semblent accablants, même si notre intime conviction nous pousse dans un sens. La justice doit suivre son cours sereinement. C'est le fondement de notre état de droit. C'est ce qui différencie une société civilisée de la barbarie. Nous devons faire confiance au système judiciaire, tout en restant vigilants sur son bon fonctionnement, tout en nous assurant que la vérité sera recherchée avec acharnement. L'affaire Jubillard restera dans les annales judiciaires françaises, qu'elle aboutisse à une condamnation ou à un acquittement. Elle marquera les esprits par sa complexité, par l'absence du corps de la victime, par la longueur de l'instruction, par l'ampleur de la médiatisation. Elle rejoindra les grandes affaires criminelles qui ont marqué notre pays. Ces affaires qui interrogent notre rapport à la justice, notre fascination pour le crime et le mystère, notre besoin de comprendre l'incompréhensible, car au fond c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous cherchons à comprendre comment de tels drames peuvent se produire, comment un être humain peut en tuer un autre, comment la vie quotidienne peut basculer dans l'horreur. Ces questions nous dérangent, car elles nous renvoient à notre propre humanité, à la part d'ombre qui existe potentiellement en chacun de nous, à la fragilité de notre condition. L'affaire Jubillard nous rappelle que le mal existe, qu'il peut frapper n'importe où, n'importe quand, qu'il peut se cacher derrière des apparences ordinaires. Cette prise de conscience est inconfortable mais nécessaire. Elle nous aide à rester vigilants, à protéger ceux qui sont en danger, à ne pas fermer les yeux sur les violences qui nous entourent. Delphine Jubillard mérite que son histoire ne soit pas oubliée, que son nom continue d'être prononcé, que sa disparition serve à quelque chose. Si cette affaire peut sauver ne serait-ce qu'une vie, si elle peut encourager une femme à quitter un conjoint violent, si elle peut inciter un témoin à signaler des violences, alors peut-être que la mort de Delphine n'aura pas été totalement vaine. C'est un bien maigre réconfort pour sa famille. Mais c'est tout ce qu'il reste quand on a tout perdu. L'espoir que ce drame serve de leçon, que d'autres femmes soient épargnées, que d'autres enfants ne grandissent pas sans leur mère. En conclusion de cette affaire qui continue de nous interroger, retenons plusieurs enseignements essentiels. D'abord, l'importance de prendre au sérieux les signaux de violence. Quand une femme dit qu'elle a peur, il faut l'écouter. Quand des proches alertent sur un comportement inquiétant, il faut agir. Ne pas minimiser, ne pas attendre que la situation s'aggrave. Ensuite, la nécessité de soutenir les victimes de violences conjugales. Elles ont besoin d'aide pour sortir de l'emprise. Elles ont besoin de protection pour échapper au danger. La société doit leur offrir ces moyens de protection. Enfin, le respect du processus judiciaire malgré nos émotions. Même dans les affaires qui nous révoltent, même quand tout semble pointer vers un coupable évident. La justice doit faire son travail avec rigueur et impartialité. Et c'est ce qu'elle a fait. Mise à jour de cette vidéo avec la condamnation. La semaine passée, le verdict est tombé. Après des années d'attente et d'instruction, après des semaines de procès aux assises du Tarn, Cédric Jubillard a été reconnu coupable. Coupable du meurtre de son épouse Delphine. La cour d'assises a tranché après des délibérations intenses. Les jurés ont examiné l'ensemble des preuves. Ils ont écouté tous les témoignages. Ils ont analysé chaque élément du dossier. Et leur conviction s'est forgée. Cédric Jubillard a été condamné à une lourde peine, 30 ans de réclusion criminelle. Une peine qui reflète la gravité des faits. Le meurtre d'une femme qui voulait simplement divorcer. L'élimination d'une mère de 2 jeunes enfants. La dissimulation du corps qui n'a toujours pas été retrouvé. Dans la salle d'audience, les réactions ont été vives.
La famille de Delphine a pleuré, soulagée que justice soit rendue. Ses parents ont enfin obtenu la reconnaissance de leur douleur. Cédric, lui, a maintenu son innocence jusqu'au bout. Il a clamé une dernière fois qu'il n'avait rien fait. Ses avocats ont annoncé qu'ils feraient appel. Ils continuent de croire en l'innocence de leurs clients. Ils estiment que le dossier ne contenait pas de preuves suffisantes, que cette condamnation est une erreur judiciaire. L'appel sera examiné dans les mois à venir. Un nouveau procès pourrait avoir lieu, avec peut-être un verdict différent, ou au contraire une confirmation de cette condamnation. Mais pour l'instant, Cédric Jubillard reste en prison. Il y restera probablement de très longues années, peut-être même jusqu'à la fin de sa vie. La grande inconnue demeure. Où est Delphine ? Son corps n'a toujours pas été retrouvé malgré tous les efforts. Cette absence continue de torturer sa famille. Ils espèrent encore que Cédric finira par parler, qu'il révélera enfin où il a caché sa femme, pour qu'ils puissent enfin l'enterrer dignement, pour que ses enfants aient un lieu où se recueillir. Cette condamnation marque une étape importante, mais elle ne met pas fin à la douleur. Elle ne ramènera pas Delphine. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like. Cela nous aide énormément à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et surtout, activez la petite cloche de notification. Cela ne vous prend que quelques secondes. Et comme ça, vous serez alerté dès qu'on publie du nouveau contenu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Vos avis nous intéressent vraiment. Partagez vos réflexions avec la communauté. Et surtout, dites-nous quelle affaire vous voudriez qu'on traite prochainement. Quelle histoire vous intrigue? Quels faits divers vous souhaitez qu'on explore en profondeur? Vos suggestions nous aident à créer du contenu qui vous intéresse vraiment. Chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement compte. C'est grâce à vous que cette chaîne grandira. C'est votre soutien qui nous motive à continuer, à fouiller les dossiers, à vous apporter des analyses complètes et détaillées. Alors n'hésitez pas à interagir avec nous. On prend en compte toutes vos suggestions. Vous faites partie de cette communauté et ensemble, on peut faire la différence. Sensibiliser sur des sujets importants, donner une voix aux victimes oubliées. Merci d'être là, merci de nous suivre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.